Gracchus raconte, présente Albert Simonin, Grisby or not Grisby. Si tu apprécies l'ondulation grumeleuse de ma voix veloutée et les taquineries qu'elle profère, alors abonne-toi, pose un pouce, partage ou laisse un commentaire, ça fera marrer les mouettes. Avec un sens de l'autorité naturelle que je lui avais toujours connu sur les filles, Marinette venait d'emmener Florence hors de la pièce. Viens, môme, elle lui avait fait. On va se raconter nos vies. Les hommes ont à parler. Nous restions, Pierrot, Robert et moi, devant nos pastagas, ou plutôt, pour être véridique, Robert devant le whisky bien tassé qu'il avait déclaré préféré. Pour les cigarettes aussi, il avait dit son goût, et Marinette était allée faire provision des Philip Morris qu'il réclamait. En dedans de moi, je me marrais à la pensée du contraste entre la corrida que j'avais ce matin épargnée à ce gonze, en modérant le gros, et le traitement médical auquel, sans doute, ses confidences auprès de Pierrot lui donnaient maintenant droit. J'en ignorais encore tout de ses confidences. Pierrot a résumé. J'ai expliqué à Robert, vu ce qu'on compte faire de Raoul et de Paul, qu'il avait intérêt à marcher avec nous tout de suite, s'il ne veut pas se retrouver au chômage. Il n'est pas contre étant donné que les autres ne le prennent qu'au cachet, et rarement plus de 2 fois par mois. Qu'est-ce que t'en penses? Voyant pas trop où le gros voulait en venir, je hochai la tête, le nez dans mon verre, en attendant qu'il la franchisse vraiment. Robert l'a fait lui-même, me regardant bien en face comme si la toise que j'avais été obligé de lui administrer était complètement sortie de sa mémoire. Oui, ça m'intéresserait de faire une situation chez vous. J'ai besoin de gagner ma vie. J'ai des charges, une famille. J'aimerais être moi, avec un fixe et un pourcentage sur les bénéfices que je vous ferai. Le sang me montait à la tête. Fallait savoir de quoi on jactait. Si on était en train d'interroger un vicieux qui nous avait cavé de 2 briques, ou bien si on engageait un représentant en appareil ménager. Au train où ça allait, ce mec. Au ton qu'il avait pris. Si on l'arrêtait pas avant 2 minutes, il allait nous sortir les photos de sa bourgeoise et de ses mouflés. Comment tu vois la chose, gros? J'ai demandé, m'accordant un petit sursis avant de me mettre en pétard. Avec le talent et la paluche qu'il a, je pense qu'on pourrait le faire tailler au baccarat sur la péniche. 1 ou 2 fois par semaine pour notre compte. Ça serait évidemment des journées néfastes pour les caves de la ponte. Et puis, d'autres jours, pour que les clients renotent pas, Robert viendrait en leur compagnie se faire raidir contre la banque. Naturliche, ces jours-là, au lieu des 9, il aurait que les bûches dans ses manchettes, et se ferait étendre à tous les coups. Qu'est-ce que t'en dis? Combien tu voudrais gagner? J'ai demandé à Robert. Il réfléchissait. Dans son cassis, des chiffres de loyer, d'électricité, le gaz devait se superposer à des notes de tailleur, de chemisier, de garage. J'aimerais le 100 000 de fixe, et 10% sur le velours. Sachant pas très bien où tout ça aboutirait, j'ai dit au hasard « Banco » et ajouté « Seulement, pour que ce soit possible, on a encore pas mal de choses à régler, gros. Rue de Courcelles, il commençait à y avoir une fumée terrible. Des pigeons menacent d'aller au perdreau si leurs joyaux ne leur sont pas revenus demain matin. » J'avais terminé ma phrase, tourné vers Robert. J'ai dit pour lui « T'as pas idée de ce qu'ils ont pu en faire de ces bijoux, de l'endroit où ils les planqueraient ?» Des idées, il en était plein, Robert, mais pas plus gai pour nous les unes que les autres. Ce qui vous arrive s'est déjà produit. Il y a 1 an, un gars qui revenait d'Hanoï, où il s'était régalé sur la piastre et un tas d'autres commandes, a monté près l'Auteuil dans le 16e, une partie qui ne plaisait pas à Raoul. Et alors? Sans qu'il s'y attende, il a eu la même farce que vous. Vers 5 heures du mat, les joueurs ont été dévalisés. À 8 heures, un passeur de l'équipe prenait l'avion. Les pierres les plus sérieuses desserties roulaient dans le coin de son mouchoir. Vers 10 heures, tout devait être fourgué. À Londres, c'est là qu'il traite Raoul, ce genre de choses. Raoul, Raoul. Les 2 fois où Robert venait de prononcer son nom, l'image de ce gros porc en smoking et en charentaise, tel qu'il était attifé la veille, m'était apparu dégueulasse. Cézig, fallait à tout prix pour la paix de mon âme que je le revoie, afin de lui piétiner ses sales pinceaux, la seule partie sensible de sa carcasse pourrie en y comprenant la tronche. On l'a dans le fion, Max, en beauté. Même en leur reprenant le fric qu'ils auront pu tirer de tout ça, on va encore être à la bourre de quelques briques. Sûr. Il déduisait juste, le gros. Qu'on l'ait dans le dos, c'était un papier écrasant. À moins... À moins qu'on ait un tout petit peu de gluck. Je n'osais y croire. J'ai demandé. Et le passeur prend toujours l'avion? Jamais le ferry? Toujours l'avion. Il y a moins longtemps à être sous l'œil des flics, vous comprenez? Et c'est, paraît-il, absolument dans la fouille tant qu'on n'est pas suspect ou balancé.
Je veux pas te donner de fausses espérances, gros, mais on n'est peut-être pas encore bourru par ces tentes. Je me suis levé et j'ai été jusqu'à la fenêtre. À 3 mètres, on n'y voyait que peau. Je pense pas qu'un seul zinc ait pu décoller depuis ce matin. Faut s'informer. Avec Robert en invité d'honneur, on grainait le meilleur appétit. Depuis l'aube, nous venions d'en avoir confirmation. Sur les pistes d'Orly et du Bourget, les zincs demeuraient cloués au sol. Comme les gonzesses aiment souvent le faire pour humilier d'autres gonzesses, Marinette s'était surpassée question de Tortor, nous honorant de son brochet beurre blanc de concours. Puis, à peine étions-nous remis de notre émoi, nous cloquant sous les narines le bœuf mode à l'ancienne dont on distinguait bien les composantes traditionnelles, pied-de-veau et couenne, mais qu'ennoblissaient les aromates dont elle n'avait jamais confié le secret à personne. Quand je serai cané, avait-elle coutume de dire au gros dans ses jours de gaieté, tu te trouveras peut-être des gonzesses pour te faire encore bien reluire, mais pour le bœuf mode, cochon, tu pourras porter un vrai deuil. Mon plaisir dans cette incomparable fripe se doublait de celui que prenait aussi visiblement Florence. Connaisseuse en tout, c'était le jugement à formuler à son propos après cette épreuve, où les picrates de la cave de Pierrot, un Pouilly Seco et un Cabernet Rouge, chaud et léger, rigoureusement introuvables dans le commerce, mettaient un tantinet d'animation. En demi-gamberge, j'avais un peu perdu le fil de la conversation. « Dis Max, on te cause ? Reviens avec nous » m'a fait Pierrot. Tout le monde se marrait de ma distraction. J'ai demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?» Robert te demande si t'es d'avis qu'il téléphone à sa femme pour la rassurer. Là, on revenait dans la plaine, la brûlante actualité. Il ne fallait pas, au point où nous en étions, commettre le moindre faux pas. J'ai estimé rapidement, essayant d'imaginer ce que devaient penser les Volfonies de la disparition de Robert, de ses équipiers, de l'attraction, et évidemment de l'artige dont ils étaient censés nous avoir tondus. « Dis-moi franchement, » j'ai demandé à Robert, « de quelle somme vous aviez l'intention de nous couper si on s'était pas fâché ?»« À hauteur de 6 millions. Raoul avait dit qu'on devait rabattre. » Comme on avait avec Pierrot négligé de lui donner des nouvelles de ses potes, Robert a ajouté, imaginant qu'ils étaient rentrés peinards de leur mission, avec notre bonne fraîche. « Le Raoul doit être furieux qu'on vous ait seulement coupé de 2. » Gentil, raisonnable jusqu'au milieu du repas. Il tournait brusquement grossier, prétentieux et délirant, le Robert, faute sans doute de l'habitude d'une tortor si généreuse et des pichets si corsés. Convenant pas ça, Pierrot lui a demandé « T'as une idée de l'endroit où les Volfonies les ont planqués, ces bijoux ?» Un peu béat, Robert se marrait. « Je veux !» il a fait, sur un ton qui ne permettait pas qu'on doute qu'il sache. « Alors dis-le !»« Je suis tout prêt à vous le dire. Seulement, il y a une petite fleur d'une brique à la clé, pour moi. » Le gros et moi, on le regardait, interloqués d'un tel toupet. Une brique ? Elle avait le format d'une gerbe, la fleur qu'il réclamait. « C'est à prendre ou à laisser ?» on l'a entendu ajouter. Et puis il a eu un petit ricanement, vite interrompu par la vision du gros qui se levait, rejetant sa serviette sur la table. Contrarier sa digestion, Pierrot l'avait jamais permis à personne. En moins de rien, le Robert s'était retrouvé dans sa chambrette, nu comme un verre, avec la grosse tête que Pierrot venait de lui modeler, entièrement à la main. La planque des Volfonies, il avait refusé de la balancer au cours de cette brève séance punitive. Tout ce qu'il avait été possible de lui faire cracher, c'était le nom du passeur, un nommé Samy, truand de petite envergure, que je croyais bien connaître, et que j'allais, si le sort voulait me favoriser un peu, présentement retrouver. Me souvenant d'avoir entrevu sa frime noiraude au bar du Campico, quelques minutes avant que ne meure le Mexicain, j'estimais légitime qu'il me fournisse, ce véreux, les raisons de sa présence. Ses activités à ce Samy, que certains appelaient encore l'arménouche, je les connaissais pas avant minuit. Ça me laissait, vu qu'il était maintenant diplôme 50, le temps de vaquer à 2 ou 3 petits travaux urgents. Je suis parti sans plus m'attarder. Tomate, que je venais d'appeler d'un troquet de la place Villiers, m'apprenait rien au fil. Sur la péniche, la partie avait été levée ce matin aux environs de 10 heures. Les clients, soigneusement essorés, comme ça se produisait 8 fois sur 10, s'étaient tirés bien sagement par petits paquets dans l'intervalle des rondes de cyclistes sur le quai. Ronde qui se trouvait si ponctuellement réglée qu'aucun péril n'était de ce côté à redouter. « À ton avis, j'ai demandé, parmi ces caves, peut-il y avoir un véreux qui soit en cheville avec les Volfonies et qui ait été leur faire son rapport à la sortie, leur fixer par exemple le chiffre de ce qu'on s'est fait arracher ?»« Absolument pas, » affirmait Tomate. « C'est tous des michetons que je connais depuis des années, fidèles, corrects et tout.
Rien que des grossiums. Fais gaffe ce soir, j'ai conseillé. Vire tous les inconnus, même s'ils se recommandent du gros ou de moi. N'aie pas le trac. On me pince pas deux fois à la même musique. J'ai raccroché. Je restais planté là, anonyme et heureux de l'être. Avant 10 minutes, en dépit de la répugnance que m'inspirait cette idée, j'allais aventurer ma bonne gueule dans pas mal de coins où elle risquait de pas passer inaperçue, et très vraisemblablement d'être tentante pour la ligne de mire de certains. C'était pas la perspective réjouissante, non, et il me venait contre Pierrot une sourde rancune à la pensée du bain dans lequel son punaise de télégramme m'avait mis. Il n'aurait pas pu s'égarer, ce message, non? L'idée que c'était toujours les mandats qui s'égaraient lorsqu'on attendait fiévreusement après leur montant m'a égayé. Profitant de cette petite embellie, j'ai marché à la voiture et me suis mis au volant. Alors que je me ployais pour m'asseoir, le canon du Magnum m'a frôlé le ventre. En plus de notre bon droit, c'était quand même un argument. Tout de suite, à plein régime, le moulin m'a arraché de là. J'ai pointé le capot vers Montmartre, où des gens m'attendaient, et d'autres ne m'attendaient pas. Au camp Picot, la mise en place se terminait. Au départ des travées, les maîtres d'hôtel se tenaient déjà en 40, prêts à accueillir et escorter le client jusqu'à sa table, tandis que les musicaux, sur leur estrade, attaquaient le premier air d'une série qui de sottises en conneries mènerait les michetons jusqu'à l'aube. Il avait eu raison, le Mexicain. Tout continuait. Avec ou sans les mêmes, c'était toute la différence. En me voyant entrer, Henri a de suite dispersé ses loufias vers les besognes extérieures. Dès l'abord, il m'a dit « L'enterrement est pour après-demain. Tu veux monter le voir, ça ferait plaisir à Loulou. » M'attarder où que ce soit cette nuit dans ce quartier, c'était officiel, faire prendre date pour les miennes d'obsèques. Et de mon point de vue, à ce propos, rien ne pressait. Je l'ai expliqué à Henri. Tout ce que je te demande, c'est de bien faire savoir que je suis avec Pierrot à la recherche de 3 mecs qui nous l'ont, la nuit dernière, mis dans le dos de 6 briques. Prononce pas de nom, mais il faut que ça se sache et que ça se répète. Je lui tendais la main pour me tirer. Il a encore dit « Si t'avais trop d'ouvrage, de l'ouvrage où tu pourrais pas suffire seul. » On a besoin de toi ici, je l'ai coupé. C'est pas de moi non plus que je parle. Il s'agit de Pancho, le pote à Fernand, le Mexicain qui était hier avec vous autres là-haut. Il s'est proposé pour vous aider. J'avais pas eu assez de fion dans le passé des fois où je m'étais couplé pour que l'envie m'en reprenne. Voulant pas désobliger Henri, j'ai feinté et dit, en me tirant vite, « Remercie bien cet homme pour moi, et dis-lui qu'en cas de nécessité, je ferai appel à lui et à personne d'autre. » Dans cette rue passante, sur le coup de minuit et demi, à la faveur de l'animation, des arrivées de taxis, de la déambulation en essaim des touristes et du chassé-croisé des putes, j'aurais fort bien pu même pas remarquer Varin, l'inspecteur joli. Juste le temps de l'entrevoir, et sa bouille s'est escamotée derrière une tire en stationnement à 20 mètres de là. Pour me prouver que je me berlurais pas, le Condé qui marchait en flèche avec lui, sans doute déconcerté par ma sortie plus rapide qu'il ne la prévoyait, s'est à l'instant même piqué sur place face au panneau vitré où le franco-belge affichait ses menus et qui, faisant office de miroir, lui permettait de m'observer. Si me filait le train leur chanter à ces deux bourgs, pour une petite demi-heure, pas davantage, j'en avais rien à foutre. Estimant qu'il devait connaître la Simca de Florence le plus tard possible, j'ai laissé cette bonne charrette au trottoir. En s'offrant juste un petit tour dans les tapis du quartier, en voisin, à l'instar des hommes du coin pour qui c'était l'heure de le faire. Relevant le col de mon par-dessus, je suis parti à pince. Succédant au brouillard, un froid piquant s'abattait. À proximité des hôtels qui faisaient le passage, dans les zones où le néon des enseignes mettait le mieux en valeur le maquillage, des gagneux s'embusquaient pour l'affût nocturne du Mich. La précédente nuit ayant pas dû être farineuse, ces courageuses entendaient rebecter leur moyenne, et à en juger par l'équipement polaire que certaines avaient revêtu, artiller si besoin était jusqu'aux aurores. Parallèlement à moi, sur l'autre trottoir, se défilant derrière les charrettes stationnées, Varin et son apprenti devaient suivre, détachés à quelque distance de vue. La soudaine hâte des filles à enquiller Fissa dans les couloirs de l'hôtel m'en donnait la certitude. Avec ses anges gardiens sur les talons, c'était le bon côté de la chose. Je m'assurais au moins une petite chance de ne pas être flingué à la surprenante comme un garenne. Si les Volfonies m'avaient, sait-on jamais, déjà délégué un tireur d'élite. Déjà, j'entrais dans une zone moins obscure. À 100 mètres, l'enseigne de chez Boudon luisait comme un phare. Sachant y rencontrer aucun de ceux qui m'intéressaient chez Boudon, j'ai poussé jusqu'au petit trou. Il me fallait commencer par un rade, autant celui-là qu'un autre.
Dans le bruit de la machine à disque qui affirmait d'une voix d'ogre sans amour on n'est rien du tout, j'ai refermé la porte, n'éveillant de curiosité chez personne. De vraiment fréquentable, je reconnaissais au comptoir que rangeait la cravate et le môme laquille, la jambe du bénard toujours correctement repliée au-dessus de son pilon de bois noir verni qui tirait l'œil dès l'entrée. À part eux, au long du rade, s'étalait une bonne dizaine de hotus d'aspects divers, dont je me trouvais bien incapable de deviner à quel truc ils pouvaient se défendre. Puis encore 3 griffetons à Merloc, bidas de l'Oklahoma et du Tennessee, dont la présence ici en compagnie de 3 boniches du quartier ne laissait pas de me surprendre. C'est Laquille, tournant la tête, qui m'a vu le premier. Un revenant il s'est écrié. Assez haut pour que Léon Latolière, biglant de son côté pour se rendre compte, m'aperçoive à son tour. La tournée que voulaient m'offrir Laquille et Roger, j'avais pas le temps de la boire, que j'ai dit. Ça les piquait à vif, ma hâte à me riper, eux qui depuis toujours, l'un comme l'autre, avaient jamais rien fait d'autre pour ruser le temps qu'attendre placidement à un zinc les comtés de leur dame qui étaient en train d'en mouler. Comme je gaffais plus attentivement les frimes de l'assistance, Laquille m'a fait. Tu cherches quelqu'un, Max? Oui. J'avais prononcé ce oui avec ce qu'il fallait de réticence pour qu'un des deux vienne à la relance. Qui est-ce? On l'a peut-être vu, a dit Cravate. Je connais pas leur nom, mais il s'agit de 3 mecs qui nous ont secoué hier 6 briques dans une affaire qu'on avait avec Pierrot. Vous pensez que j'aimerais leur filer la main dessus, avant qu'ils aient eu le temps de flamber tout notre pognon? Vous avez entendu personne parler sur ce coup par hasard? Personne, absolument personne, ils me l'assuraient, et là je leur faisais confiance, n'avait fait devant eux allusion à un turbin similaire. Et Pierrot, comment il va? V'là 3 piges au moins que je ne l'ai pas vu. Laquille, qui avait eu à la belle époque 2 ou 3 sauterelles placardées chez Pierrot, s'inquiétait du gros, nostalgique. Je lui ai fait plaisir. Si ça te dit, viens nous retrouver entre minuit et 1 heure, on a rencard ici. Pour le moment, il est en train de draguer dans un autre coin. J'ai pu me tirer sans qu'il me retienne. À Léon aussi, j'ai fait la commission avant de sortir. Si Gros Pierrot téléphonait, dis-lui que je suis déjà passé, que je reviens et qu'on se retrouve chez toi comme convenu. Fallait pas moisir. J'ai bondi chez Malo, rebondi de là au Pélican, du Pélican chez le bossu. À mes trousses, Varin et son acolyte décollaient pas. Et comme nulle part ma visite n'excédait les 10 minutes, ils devaient bien se demander ce que je pouvais maquiller. Partout, les choses avaient été aussi simples que chez Léon. Partout, j'avais envoyé le même douche. Le gros et moi, chacun de notre côté, étions à la recherche de 3 mecs qui nous avaient levé 6 briques, et on avait rencard entre Minoille et une plombe dans le tapis même où j'envoyais cette salade. Jusqu'alors, ça avait été du porte-à-porte, ma virée. Maintenant, pour atteindre la trappe de Simon, perché à flanc de coteau sur la butte, j'avais tout Montmartre à traverser, et plus d'une borne à me farcir. Économe de mes forces, j'ai griffé au passage un bahut pour qu'il m'y propulse. D'un regard glissé par la vitre arrière, je me suis assuré de la présence de mon escorte. Toujours fidèle au poste, les rappeurs avaient eux aussi frété un taxi. Pour engager des frais pareils, pas d'erreur, ils devaient avoir des ordres. Et ça alors, j'aimais pas. Si vite qu'on fasse, la moindre singerie demande toujours plus de temps qu'on avait prévu. Au cadran de l'horloge, place Clichy, au moment où mon driver a enfilé la rue Colincourt, j'ai lu minuit. La décarade du Gaumont commençait. Sur les trottoirs et les chaussées, la trêpe fourmillait ferme. Stimulé et sans doute couvert par Varin, le chauffeur qui nous filochait a forcé le barrage qu'un flic venait de fermer sous son pif. Loin derrière nous, les stridences d'un sifflet à roulette ont fusé. Bien calé d'angle sur le coussin, j'ai allumé une pipe. Une savoureuse, telle la première qu'on tire dans les temps difficiles, en remontant de se farcir un 15 demi-tard. J'ai dit un 15 pour ceux qui connaissent, étant donné qu'au-dessus, qu'il s'agisse d'un 30, d'un 60 ou d'un 90, ceux que j'ai vus en ressortir avaient réellement plus beaucoup d'envie. Tout détendu, je supputais les chances qu'avaient les Volphonies de se voir assez rapidement rapporter mes propos. Parmi les gonzes auxquels je m'étais confié, j'en connaissais pas un capable d'une indiscrétion dès qu'on lui demandait le secret sur une confidence. Pas un qui aurait permis à sa mémoire le souvenir du lieu, des circonstances ou de l'identité des adversaires d'un règlement de compte dont ils auraient été les témoins ou les acteurs. En revanche, je les savais tous friands de nouvelles chaudes, aimant plus encore en colporter qu'en apprendre, et sur ce point, je venais un brin de les gâter. Une nuit féerique se préparait au bord des rades pour les amateurs de gazettes parlées.
Déjà à cette heure, chacun des 10 détenteurs de l'information devait l'avoir communiqué à au moins 2 potes, lesquels devaient eux-mêmes se hâter d'aller la verser toute fraîche à des oreilles ignorantes. Avant l'aube, tous ceux qui dans Montmartre nous connaissaient, le gros et moi, nous sauraient en belligérance, sans en accepter les Condés à qui, à partir d'un certain stade de diffusion, la douche viendrait en priorité, de toutes parts. Mais ça, on n'y pouvait rien. Même si le mérite en revenait au poulet, cette première partie du programme s'était déroulée pour moi sans suif. Je trouvais ça encourageant et j'en éprouvais une hâte plus vive de connaître la suite. Ce qui frappe le plus quand on garde une certaine clairvoyance en vieillissant, c'est la rapidité d'évolution des types humains. Avec seulement un demi-siècle de recul, j'en revenais pas, lorsqu'il m'arrivait d'y penser, de la quantité de genres de gonzes dont on ne retrouvait même plus un spécimen. Simon, qui depuis 35 piges tenait son tapis, semblait lui devoir durer, indestructible, modèle de droiture, dont le patron semblait de nos jours perdu. Il semblait durer uniquement pour l'exemple, et aussi, faut en convenir, pour la commodité de quelques hommes de sa génération. Un sage en plus, qui n'avait pas été monter sa tôle dans une rue bruyante et fréquentée, qui avait refusé le néon et le pick-up que ses confrères du cœur de Montmartre avaient été contraints d'adopter. Tout au plus avait-il cédé au désir légitime des flambeurs de sa clientèle, en tolérant la radio aux heures où le speaker diffusait les résultats de Vincennes, de Longchamp ou du Tremblay. C'était pour lui l'extrême concession. Satisfait de me voir, Simon le manifestait directement, d'un sourire franc, et c'est à lui que j'ai donné la main le premier. « Ça sent bon chez toi ?» j'ai fait en humant. « Aujourd'hui, c'est le lapin giblotte, je t'en fais servir un ?» Outre que ce lapin embaumé, ce qui était déjà une raison suffisante pour en tâter, le fait de m'asseoir devant un petit mâchon ne pouvait pas nuire à ce que je projetais. « T'as raison, j'ai dit, je vais y goûter. Seulement faut que je t'avertisse, j'ai une escorte à la porte. » Les Condés ? Qui veux-tu que ce soit ? Il prenait la chose si gaiement, Simon, que j'ai pu poursuivre. La sortie au travers du pâté de maison, on peut encore l'utiliser ? J'aimerais bien. Simon m'a gaffé en souriant. « Si tu l'estimes nécessaire, Max, il m'a dit, c'est que t'as des raisons. Fais-moi signe quand tu seras sur le point de partir. » Versant les pastis d'usage, Simon enchaînait. « Ce pauvre Fernand, j'aurais bien aimé le revoir, moi. » Valait peut-être mieux pas, tu sais. C'était plus du tout l'homme que t'avais connu, sauf pour la mentalité, bien sûr. On a trinqué. « Que la bonne mère l'assiste, » a fait Simon. Puis revenant aussi sec aux choses pratiques, il m'a annoncé. Pour la couronne, entre tous les hommes qui fréquentaient chez moi et qui l'ont connu, j'ai déjà rassemblé 15 sacs. Puis il m'a demandé des nouvelles de Pierrot, ce qui m'a fait souvenir que j'avais quelques coups de téléphone à donner. On a fini les godets de la seconde tournée qu'il avait tenu à m'en remettre. Puis muni de quelques jetons, je me suis tiré vers la cabine téléphonique. Au numéro du gros, la sonnerie annonçait pas libre. Au 3e appel, j'ai relancé, me demandant bien à qui Pierrot pouvait jacter à cette heure-ci. Au flanc, j'ai appelé le petit trou. Pierrot n'était pas encore là, me disait Léon, et il n'avait pas davantage téléphoné. Seuls 2 hommes venaient de lui demander après moi, 10 minutes plus tôt, et qui, apprenant que je devais revenir, n'avaient cependant pas voulu m'attendre. Je pensais, moi, qu'ils devaient préférer guetter mon arrivée au dehors, mais je n'en ai rien dit à Léon, qui était une chouette môme bien obligeante, et que j'ai remercié avant de raccrocher pour sonner au bossu où il ne se passait strictement rien. Puis ensuite au Pélican, dont Patrice le taulier m'a vite fait consigner sa porte. « Je te demande pas de venir chez moi ce soir. Et de prévenir ton pote qu'il ne doit pas venir non plus. » Pour que Patrice ne prononce pas nos noms, il devait y avoir non loin de lui des oreilles qui traînaient. Et histoire de le stimuler un peu à la baragouinette, je lui ai fait en marrant. « T'as la fièvre ? Qu'est-ce qui t'arrive, ça ne va pas ?» Ma petite banderie a eu son plein effet. Dans la colère qu'il avait facile, il est parti le Patrice. « Je sais ce que je dis et je te dis ce que je sais. De la fièvre, c'est pas moi qu'en ai, mais des gens que je connais bien et que je n'ai jamais vu réclamer après quelqu'un pour lui faire une fleur. » Venant d'un homme connaissant son monde comme Patrice, c'était l'information de choix et qui méritait la reconnaissance. Je t'ai compris cette fois. Je te remercie, Patrice. Je ne sais même pas s'il a entendu. Je crois qu'il avait raccroché avant. Je me sentais tout joyeuse de ce moment qui s'amorçait à Montmartre, et d'autant plus que durant ces appels, j'avais eu tout le loisir, sans qu'aucun d'eux ne m'aperçoive, de détailler au travers des vitres de la cabine qui donnait sur le biais de la salle les 6 gonzes occupés autour d'un tapis à tailler à un poc des plus solennels.
Ignorant quelle valeur ils attribuaient aux jetons, je ne pouvais pas estimer la hauteur des pots, mais la présence parmi les 6 d'Armand Damien et d'Émile le Rouquin me garantissait qu'il ne s'agissait pas là d'une partie d'enfants de cœur aventurant des flageolets blancs au petit bonheur la chance. Mais ce qui me causait le plus doux plaisir était encore d'apercevoir la mine soucieuse de Sam l'Arménouche que j'avais espéré trouver là et qui, à sa façon de passer les coups, et à la petite masse de jetons qu'il conservait devant lui sans les risquer, devait se trouver engagé dans une dégoulinante peu ordinaire. Derrière ses lunettes en hublot, les gros yeux noirs de Samy, luisants d'attention, ne décollaient pas les brèmes, comme fascinés, et l'arc de ses sourcils charbonneux, bloqués en accents circonflexes, donnait à son visage l'apparence de celui d'un jeune mouflé, en arrêt devant une part de gâteau, lorsqu'il ignore encore si cette friandise lui est destinée. J'ai reformé le numéro du gros, et cette fois, très vite. Marinette a décroché, puis aussitôt m'a passé son homme. « Depuis une demi-heure », m'a tout d'abord expliqué le gros. Un homme qui ne veut pas donner son nom appelle toutes les 10 minutes. Il veut parler qu'à moi. Qu'est-ce que t'en penses ? Que lui a dit Marinette ? Elle lui a dit que j'étais sorti comme on l'avait convenu. Qu'elle continue à le prétendre, j'ai conseillé. Pendant ce temps-là, on te cherchera ailleurs. Et pour Robert, quoi de nouveau ? Il a craché l'adresse, mais je crois pas que ça nous avance beaucoup. À l'entendre, c'est gardé et défendu de façon terrible, jour et nuit. Un inconnu a aucune chance de se faire ouvrir, et s'il insiste, il en a au contraire une de première de se faire morganer par de calors énormes qu'on lui lâche au cul. Et puis, ça se trouve à Neuilly, un quartier où on n'aime pas beaucoup le potin. La prise d'assaut des Fortins, j'en ai jamais été partisan, et je l'ai témoin encore ce soir. Écoute, gros, j'ai fait. Tout ça n'a pas d'importance. Trouve-toi d'ici 20 minutes avec ta hôte à l'angle de la rue du Ruisseau et de la rue Béliard. Pourquoi ? Vous êtes dans le coin ? Y a encore un troc d'ouvert ? Les rencarts, le gros les concevaient que dans les bistrots, avec la consolation du gorgeon pour faire patienter en cas de retard. Y a pas de troquet, j'ai dit. Ou s'il y en a un, je ne sais pas s'il est ouvert. Trouve-toi à ce coin de rue dans 20 minutes, je te ferai pas attendre. Puis, avant de raccrocher, j'ai encore demandé. Marinette a de quoi coucher Florence ? Bien sûr. Elles sont toutes les deux à se tirer la bonne ferte. Et à ce qui paraît que les cartes ne sont pas les meilleures. Tu veux que je te la passe ? Ce qu'on peut raconter à une frangine au téléphone, c'est jamais grand-chose. Et mes zigues, c'était pas dans une réussite que je me trouvais engagé. J'avais pas les loisirs d'attendre l'apparition du chien de pique, et nul besoin de le voir apparaître pour prédire que les emmerdements ne me seraient pas ménagés. Dis de ma part à Florence qu'elle se page, j'ai demandé à Pierrot. Puis j'ai ajouté, pris connement du besoin d'être gentil. Et dis-lui aussi que je l'embrasse. Je terminais presque ma porcive de giblotte, mitonnée absolument parfaite, quand de son comptoir, Simon m'a fait le cerf à mi-voix. « T'es frimé !» il a dit entre ses dents. Levant les yeux, j'ai guigné dans la glace du comptoir. Malgré la vapeur qui embuait les vitres, l'ombre floue du Condé, qui se retirait après avoir maté, se distinguait bien. L'instant d'après, Simon n'était plus dans son comptoir. Son absence n'a duré que 5 minutes. Il est revenu, disant « Je viens de gaffer d'en haut. Leur taxi est planqué à 50 mètres plus bas. Si tu veux les mettre, ça me semble choisi comme moment. » Sans que personne au comptoir ni aux tables s'étonne de ma hâte, j'ai cueilli au vol mon poil de chameau au porte-manteau et laissant un raid sur la table, j'ai, suivant Simon, traversé la cuisine. C'était le chemin normal pour se rendre au Tartis qui se trouvait, comme encore dans quelques vieux troquets, au fond de la cour. Là, Simon m'a débouclé la petite porte ménagée dans le mur mitoyen de la crèche voisine. Comme il me serrait la louche dans le noir, je lui ai dit à voix basse « T'as pas de pétard à avoir. Ils ont rien contre moi que de la curiosité. » Il se marrait silencieusement, puis je l'ai entendu murmurer « Et même qu'ils auraient quelque chose. Tu te souviens du chemin ?» L'ayant emprunté dans des circonstances beaucoup plus mouvementées, je m'en souvenais très bien. Des détours du couloir, comme de l'emplacement de la loge de la pipelette qui était le piège à éviter, ainsi que les poubelles dans lesquelles, faute de faire gaffe dans le noir, on pouvait facilement se rompre les jambes. Avant qu'on se quitte, alors que Simon refermait silencieusement la porte sur moi, j'ai ajouté « Je te remercie ». Et comme c'était pas le mot à ralentir son mouvement, j'ai encore dit « Samy l'Arménouche, tu crois qu'il va rester encore longtemps là ?» À la lueur diffuse du ciel que les immeubles crasseux semblaient absorber, je voyais Simon tendre vers moi son visage loyal. La question que je lui posais était de celle qu'à l'habitude il évitait d'entendre, et auquel il répondait rarement. La solidarité des anciens a dû jouer pour qu'il fasse exception en ma faveur. Il m'a expliqué. « Habituellement, je fais lever la partie à 4h moins le quart pour fermer à 4.
Et ton mec tient jusqu'à ce moment. Seulement si les poulets entrent tout à l'heure demander ce que tu es devenu, il va y avoir sûrement une interruption. Les gars peuvent reprendre le coup ou non. Merci, j'ai encore dit. Et c'est lui qui a repris pour finir, imaginant Dieu sait quoi, comme s'il formulait une recommandation. Max, tous les hommes qui ont été butés chez moi, ils l'ont été sur le trottoir, devant la porte. Ce qui se trouvait strictement exact. Chez Simon, c'était la maison tranquille. Sans m'attarder au pas de chasseur, j'allais retrouver le gros. D'ici 10 minutes, Varin lui-même ou son poulet allait revenir borgnoter ce que j'avais choisi comme dessert. M'apercevant pas, il conclurait sans doute que je me trouvais au GOG ou au téléphone. Seulement un quart d'heure plus tard, dès que Simon desservirait ma table, il y aurait une bonne chance pour qu'il entre s'informer de ma personne. Je donnais pas 5 minutes, à partir de ce moment, pour que le quartier soit infesté de rondes. Et dans la nuit, mon lardeuse claire devait attirer l'œil d'assez loin. J'allongeai les cannes, obligé à un petit détour pour ne pas recouper la rue où se trouvait le tapis de Simon, n'en revenant pas à quel point ce quartier avait pu changer en quelques années. Sur l'emplacement du Mont Viso, une jolie pépinière de fripons où j'avais compté pas mal de potes dans mon bel âge, s'élevaient maintenant des cabanes standards. Par le passage Pénel, j'ai enfin débouché rue du Ruisseau. À l'angle de la rue Béliard, la frégate du Gros attendait. C'était Gracchus raconte, lisant du Simonin. À la semaine prochaine pour le chapitre 5. Merci pour l'écoute. Ciao!